La classe était pleine d'élèves, tous attentifs au professeur qui parlait des droits de l'homme. C'était une discussion passionnée et je me sentais vivant, palpitant à chaque mot qui sortait de sa bouche. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres, illuminant les visages, et j'essayais de capturer chaque expression. C'est là, dans ce milieu académique, que j'ai trouvé ma place, loin des regards critiques que je ressentais si souvent dans les rues de Lyon. Amélie, que penses-tu du rôle de la société dans la protection des droits humains ? Le professeur m'a posé la question et j'ai pris une profonde inspiration, sentant la pression et les attentes de mes camarades de classe sur moi. Je crois que la société a la responsabilité cruciale de garantir que chacun ait une voix et une voix. Lorsque nous n'écoutons pas les voix marginalisées, nous permettons aux injustices de se perpétuer, ai-je répondu en essayant de garder ma voix calme. Le professeur a hoché la tête et certains camarades de classe m'ont lancé des regards approbateurs. Ce qui m'a donné un peu plus de courage. Exactement. Et que pouvons-nous faire pour changer cela ? Demanda-t-il, encourageant la discussion. Nous ne devons pas seulement écouter, mais agir. Il est essentiel que nous luttions pour des politiques qui garantissent la protection des personnes vulnérables et que nous n'ayons pas peur d'affronter le statu quo, ai-je ajouté, me souvenant de ce que ma mère disait toujours, n'ayez pas peur de défendre ce que vous y croire. La discussion a été fluide et je me suis laissé emporter par le feu de l'action. Après quelques minutes, la cloche de la classe a sonné et les élèves ont commencé à se disperser. J'étais excitée, j'avais l'impression que ma voix avait été entendue, mais en même temps, une ombre d'insécurité me traversait. Je savais que la lutte pour les droits de l'homme était bien plus complexe que de simples paroles éloquentes. En sortant de la pièce, j'ai retrouvé Léa, ma meilleure amie, appuyée contre le mur. Ses cheveux bouclés dansaient au vent et son sourire illuminait la journée. « Tu l'as tué, Amélie. Je suis toujours impressionnée par votre capacité à articuler, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Merci, Léa. Je disais juste ce que je ressens. Mais parfois, je me demande si cela fait vraiment une différence, répondis-je en regardant le sol. Oui, fais-le. Chaque mot compte. Et vous savez que nous avons nos batailles à mener, surtout ici, dans cette université, a-t-elle déclaré d'un ton sérieux. J'ai accepté, me souvenant des difficultés auxquelles nous, en tant qu'étudiants noirs, étions confrontés dans un environnement majoritairement blanc. La lutte pour l'égalité était constante et même si nous essayions, nous avions souvent l'impression de nous battre seuls. On prend un café ? Il faut qu'on fête ta performance en classe, suggère Léa en m'entraînant vers le café du collège. L'arôme du café frais et des pâtisseries chaudes nous a enveloppés dès notre entrée. Nous nous sommes assis à une table dans un coin, à l'abri des regards indiscrets, et avons commandé nos boissons. Pendant que nous attendions, j'ai parlé de mes projets pour l'avenir, de la façon dont je rêvais de travailler en faveur des droits de l'homme, en aidant à donner une voix à ceux qui en avaient le plus besoin. Je veux faire une différence, Léa. J'ai l'impression que c'est mon but, dit-il en la regardant dans les yeux. Et vous y arriverez. Mais nous ne devons pas oublier les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Certaines personnes n'aimeront pas ce que vous faites. Et malheureusement, cela peut se manifester de manière inattendue, prévient-elle avec une expression inquiète. Je sais. Et je suis prêt. Le combat est long, mais chaque pas compte, répondis-je, déterminé. Après quelques rires et une longue discussion sur nos rêves, nous avons décidé d'aller à la fête du collège ce soir-là. C'était un événement qui attirait beaucoup d'étudiants, et même si j'avais un peu d'appréhension, l'idée de me distraire et de m'amuser avec Léa me plaisait. La fête était pleine de musique et de rire à notre arrivée. L'atmosphère était vibrante, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu à ma place. J'ai regardé autour de moi, voyant des groupes d'amis s'amuser, pendant que Léa et moi essayions de trouver notre place. Prenons quelque chose à boire et ensuite dansons. Suggérai-je, essayant de me débarrasser du sentiment d'inconfort. Alors que nous nous dirigions vers le bar, j'ai repéré Marc Lefebvre, un étudiant populaire, entouré d'amis. Il était charmant, attirant toujours l'attention de tous. Nos regards se croisèrent, à ma grande surprise, il s'approcha. « Salut Amélie. Je ne savais pas que tu venais. Vous avez toujours quelque chose d'intéressant à dire en classe, a-t-il déclaré avec un sourire qui pourrait faire fondre n'importe quel cœur. Salut, Marc.
C'est bon de te voir, répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. Pendant que nous parlions, je pouvais sentir une tension dans l'air. Marc a commencé à s'approcher, envahissant mon espace personnel. La conversation, censée être légère et décontractée, a commencé à devenir inconfortable. Tu es vraiment impressionnant, tu sais ça? Tu devrais t'aventurer davantage, sortir de ta zone de confort, a-t-il dit, avec un ton suggestif qui m'a fait sentir des papillons dans le ventre. J'aime me sentir à l'aise, merci, répondis-je en essayant de détourner le sujet. Il rit mais ne s'éloigna pas. J'ai regardé Léa, qui était à quelques pas, et j'ai réalisé qu'elle observait la situation. Un signe qu'elle était prête à intervenir si nécessaire. On danse, Léa? J'ai appelé, essayant d'éloigner mon ami de Marc. Bien sûr, allons-y, répondit-elle, sentant mon besoin de m'échapper. Mais Marc n'allait pas lâcher prise. Il s'avança, bloquant notre passage. Oh, pas si vite. Amusons-nous encore un peu, insista-t-il, son expression devenant plus intense. Marc, je dois vraiment y aller, dis-je en essayant de rester calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Léa s'est approchée en posant sa main sur mon épaule. Amélie, dansons. Maintenant, dit-elle fermement en retirant ma main. Marc a hésité, mais a fini par s'éloigner et nous avons réussi à nous échapper. Le soulagement fut instantané, mais la sensation d'inconfort resta. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Léa, inquiète. « Ouais, juste, c'était bizarre. » « Il était très proche, répondis-je, essayant de me débarrasser de ce sentiment de malaise. « Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas ? Si vous avez besoin d'en parler ou de quoi que ce soit d'autre, dit-elle sincèrement. « Merci, Léa. Cela signifie beaucoup pour moi, la remerciai-je, ressentant son amitié comme un refuge au milieu du chaos. La musique continuait à jouer et je voulais me distraire, alors nous avons rejoint la piste de danse. Mais même si je bougeais au rythme de la musique, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette nuit était loin d'être normale. Quelque chose se passait et je ne pouvais pas prédire les conséquences qui en découleraient. La musique de fête forte résonnait dans mes oreilles, mais je pouvais à peine entendre les rythmes vibrants qui me remontaient le moral. Mon cœur battait à tout rompre et un sentiment d'inconfort m'enveloppait. Marc était là, à quelques pas de moi, sa présence chargée d'un magnétisme qui me laissait mal à l'aise. J'essayais de rester loin de lui, mais la foule semblait se concentrer entre nous, et chaque fois que j'essayais de m'éloigner, il se rapprochait, comme si une force invisible nous tirait dans des directions opposées. « Amélie, viens ici. Tu ne vas pas m'ignorer, n'est-ce pas ?» Il sourit, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me fit frissonner le dos. « J'ai juste besoin de temps, Marc. Je suis avec mes amis. » J'ai essayé d'être ferme, mais ma voix était tremblante et la nervosité me rendait encore plus vulnérable. « Oh, s'il vous plaît. Une danse ne vous tuera pas, » insista-t-il en tendant la main comme s'il s'agissait d'une invitation inoffensive. J'ai hésité, son regard perçant, presque provocateur. J'ai essayé de me souvenir de tout ce que j'avais lu sur la façon de sortir de situations comme celle-ci, mais à ce moment-là, la logique semblait lointaine. « Non, merci. Je suis là, » répondis-je en forçant un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Mais il n'a pas reculé. D'un mouvement rapide, il m'a tiré par la taille et m'a fait danser avec lui. La chaleur de son corps était suffocante et la musique semblait s'intensifier, rendant tout encore plus oppressant. J'ai essayé de me libérer, mais la façon dont il me tenait m'a empêché de m'échapper. Son contact n'était pas seulement physique, c'était comme s'il essayait de me contrôler, de modeler ma volonté sur la sienne. « Tu es si belle, Amélie », murmura-t-il pendant que nous dansions, ces mots chuchotés à mon oreille ressemblant à du venin déguisé en éloge. « Pourquoi ne me rejoins-tu pas ? Je veux juste m'amuser. » J'ai vraiment besoin d'y aller, dis-je en essayant de m'éloigner, mais son bras se resserra autour de ma taille et je réalisai que j'étais coincée. Mon esprit a commencé à se remplir de pensées chaotiques. Comment ai-je pu laisser cela arriver ? Comment ai-je pu laisser ce type s'approcher de moi ? Les minutes s'éternisaient, chaque seconde une éternité. La musique semblait devenir la bande sonore de ma panique. J'ai senti le regard des autres, mais personne n'a rien fait. C'était comme si nous étions dans une bulle, isolés de la réalité.
Il était si proche et le monde autour de nous a disparu. Amélie, tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Je m'amuse juste. Tu devrais aussi. Ces mots ont résonné dans mon esprit et j'ai ressenti une vague de désespoir. La fête, qui apparaissait auparavant comme un espace de liberté, est désormais devenue un piège. J'ai regardé autour de moi, cherchant de l'aide, mais chacun était plongé dans ses propres danses, dans sa propre vie, comme s'il ne pouvait pas voir ce qui se passait autour d'eux. Lâche-moi, Marc. Laissez-moi partir. Je ne savais pas d'où venait ce courage, mais les mots sortaient de moi comme un cri désespéré. Il hésita un instant, puis son sourire se transforma en une expression de colère. Tu ne peux pas m'ignorer. Personne ne t'a prévenu que tu ne pouvais pas sortir comme ça ? Un frisson m'a parcouru le dos et j'ai réalisé que j'avais affaire à quelqu'un qui était non seulement prêt à m'ignorer, mais qui se sentait également en droit de me contrôler. La panique s'est élevée en moi et mon esprit a commencé à lutter contre la situation. Amélie, tu es une fille intelligente. Détendez-vous et profitez de la fête, dit-il, son ton ressemblant à un ordre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la fête avait viré au cauchemar. Je ne voulais plus danser, je ne voulais plus être là. J'avais besoin de partir. D'un élan, je le poussa et parvins à me libérer de son étreinte. J'ai couru vers la sortie, mais il m'a suivi, sa lourde présence me hantant. « Et où vas-tu » a-t-il crié, sa voix remplie d'une colère qui m'a fait accélérer le pas. Quand j'ai finalement atteint la porte, une bouffée d'air frais m'a frappé, mais la liberté était éphémère. Il m'a rattrapé et m'a attrapé le bras fermement, me tirant en arrière. « Tu ne peux pas partir comme ça. Je ne veux plus rester. » J'ai crié, mon cœur s'emballant. « Arrêtez ça. » Mais il ne s'est pas arrêté. La panique m'a envahi. Dans un moment de désespoir, j'ai commencé à crier. La fête, qui auparavant semblait pleine de rire et de joie, n'apportait plus que les ombres et les échos d'une lutte interne à laquelle je n'aurais jamais imaginé faire face. Cette nuit-là, tout est devenu flou. Les souvenirs étaient comme des éclairs, et en même temps, un brouillard oppressant m'enveloppait. Ce qui s'est passé ensuite est un moment que je n'oublierai jamais, mais que je ne peux pas exprimer avec des mots. Le reste de la fête s'est évanoui et la réalité s'est déformée dans un tourbillon d'émotions. Quand j'ai finalement réussi à m'enfuir, j'ai couru vers la maison de Léa, mon meilleur soutien, mon refuge. J'ai frappé à la porte avec la force d'un ouragan, et lorsqu'elle l'a ouverte, son regard s'est immédiatement inquiété. « Amélie ? Ce qui s'est passé ? » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. « Léa, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai besoin que tu m'écoutes. » Nous nous sommes assis dans le salon et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Chaque mot qui sortait de ma bouche était comme une lame tranchante, coupant la douleur que j'essayais de cacher. Léa me tenait la main et ses yeux étaient pleins d'empathie et de compréhension. « Amélie, tu dois signaler ça. Vous ne pouvez pas le laisser faire ça à vous ou à quelqu'un d'autre, dit-elle d'une voix ferme. Allons à la police. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. » J'ai hésité. L'idée d'aller voir la police semblait effrayante. Que dirait-il ? Me croirait-il ? Et s'il n'y croit pas ? Ai-je demandé, le doute tintant ma voix. Il faut qu'ils y croient, Amélie. Vous devez vous battre. Vous méritez justice, a-t-elle répondu, son regard déterminé me donnant un peu de courage dont j'avais besoin. Et donc, ce soir-là, nous avons décidé d'y aller ensemble. Les heures s'éternisaient pendant que nous nous préparions. Le chemin jusqu'au poste de police a été long et l'anxiété a grandi dans ma poitrine. L'idée d'affronter à nouveau Marc, même indirectement, me donnait la nausée. À notre arrivée, l'ambiance était froide et impersonnelle. L'odeur du désinfectant imprégnait l'air et un policier nous regardait avec une expression neutre. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-il sans grande émotion. Je veux le signaler, dis-je, la voix tremblante. J'ai été attaqué par un étudiant. Le policier fronça les sourcils et son expression sembla changer. Es-tu sûr ? C'est une accusation grave. Ces mots sont tombés sur moi comme un seau d'eau froide et j'ai senti la pression du doute s'intensifier. Mais Léa m'a serré la main et j'ai respiré profondément. Oui, j'en suis sûre.
Il s'agit de Marc Lefebvre. L'agent a regardé un cahier devant lui, vérifiant peut-être si le nom figurait déjà dans d'autres rapports. Droite. Viens avec moi, dit-il finalement, mais l'hésitation dans sa voix me fit me sentir encore plus vulnérable. Au fur et à mesure que nous marchions dans le couloir, le poids de la situation devenait presque insupportable. Je savais que je faisais la bonne chose, mais l'incertitude et la peur me consumaient. Lorsque nous sommes arrivés dans la salle d'interrogatoire, le policier m'a demandé de m'asseoir. « J'ai besoin que tu me dises tout. » Chaque détail, dit-il presque machinalement. Et là, dans une pièce froide et sans âme, j'ai commencé à raconter mon histoire. Chaque mot était un effort, chaque souvenir un coup. Mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. J'avais besoin d'être entendu. Je méritais d'être entendu. Après un long et pénible rapport, le policier a tout noté. Son regard était sérieux, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il semblait plus préoccupé par l'image du collège que par ma douleur. Et cela m'a rendu encore plus angoissée. Nous allons enquêter, mais vous devez comprendre que ces cas sont compliqués, a-t-il déclaré prudemment, comme pour tenter de préparer le terrain à une éventuelle frustration. Compliqué ? Qu'y a-t-il de si compliqué à se faire attaquer ? Je ne pouvais pas retenir la colère de ma voix. L'officier m'a simplement regardé fixement et je savais qu'il n'avait pas de réponse. C'est ainsi que j'ai quitté le commissariat avec un mélange d'espoir et de désespoir, avec le sentiment que la bagarre ne faisait que commencer. J'ai senti le poids du monde sur mes épaules alors que je traversais le campus, les regards de mes camarades de classe semblant se fixer sur moi comme si j'étais une exposition de musée. Chaque pas résonnait dans mon esprit et mon cœur battait avec un mélange de peur et de détermination. C'était comme si je portais un fardeau invisible, une vérité que peu de gens semblaient vouloir entendre. Mais je ne pouvais pas me permettre de me taire. J'avais besoin de faire quelque chose, j'avais besoin de me battre. C'est ainsi que j'ai décidé de commencer mon enquête. La première personne que j'ai recherchée était une camarade de classe, Clara, qui avait toujours été proche de Marc. Je la connaissais assez bien pour savoir qu'elle avait une vision différente de ce qui se passait réellement lors des fêtes et qu'elle avait peut-être vu quelque chose. J'ai donné rendez-vous à elle dans un café que nous fréquentions. Clara était là, avec ses cheveux blonds et son sourire facile. Dès qu'elle m'a vu, son visage s'est illuminé, mais j'ai vite réalisé qu'il y avait quelque chose dans son regard qui ne semblait pas correct. Elle a hésité lorsqu'elle m'a vu, et cela a immédiatement déclenché un signal d'alarme en moi. « Amélie. Content de vous voir. » « Qu'est-ce qu'il y avait ?» a-t-il demandé en tirant la chaise pour que je puisse m'asseoir. « Salut, Clara. J'avais besoin de parler de la fête de la semaine dernière. » À propos de ce qui s'est passé avec Marc, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Elle fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Ah, ça, j'ai entendu certaines choses, mais je ne veux pas m'impliquer. Vous savez à quel point il est influent. Cela pourrait vous causer des ennuis. » Inquiété ? Écoute, Clara, c'est moi qui ai vécu ça. Je ne peux pas le laisser continuer à faire comme si de rien n'était. J'ai besoin d'aide. Avez-vous vu quelque chose qui pourrait m'aider ? Ai-je demandé, l'urgence se manifestant dans ma voix. Elle soupira en regardant autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un l'écoute. Je n'ai rien vu exactement, mais j'ai entendu des rumeurs. Certaines filles ont fait remarquer qu'il aurait pu faire des choses étranges lors d'autres soirées. Il n'y a pas que toi, Amélie. Mon cœur s'emballa. C'était un début. Pouvez-vous m'aider à retrouver ces filles ? Nous devons leur parler. Je peux essayer, mais je ne peux rien promettre. Beaucoup ont peur de parler, a répondu Clara, d'une voix basse et hésitante. J'ai hoché la tête, déterminée. Toute information est utile. Merci, Clara. Dès que j'ai quitté le café, un nouveau sentiment d'utilité m'a envahi. Si Marc avait fait ça à d'autres femmes, il me fallait les retrouver. J'avais besoin qu'il parle. Ce qui m'a le plus motivée, c'est l'idée que si je parvenais à rassembler suffisamment de voix, nous pourrions peut-être créer un écho incontournable. Les jours suivants, je me suis consacrée à cette recherche. Je suis allée à des fêtes, j'ai parlé à des collègues et j'ai rapidement pris contact avec 3 autres filles qui avaient vécu des expériences similaires.
C'était surréaliste de rencontrer ces voix, chacune portant son propre poids de douleur et de peur. Lorsque nous nous sommes réunis pour la première fois dans un parc, l'ambiance était lourde, mais il y avait une lueur d'espoir. « Pensez-vous vraiment que nous pouvons faire ça ?» demanda Sophia, une des filles, les yeux pleins de larmes qu'elle essayait de contenir. « Oui, je crois que nous pouvons le faire », répondis-je, essayant de transmettre ma confiance. « Si nous unissons nos histoires, nous serons plus forts. Nous devons montrer que nous ne sommes pas seuls. » « Mais et s'il nous intimide ? Il a des amis puissants, » a déclaré Julia, une autre survivante, la voix tremblante. « J'ai vécu cela et je sais à quel point c'est difficile, mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Soutenons-nous les uns les autres. Ensemble, nous sommes plus forts, » ai-je dit, sentant l'adrénaline monter. Leur air de méfiance a commencé à se transformer en détermination. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à nous rencontrer fréquemment. Chaque rencontre a mis en lumière davantage d'histoires et davantage de preuves. J'ai découvert que Marc avait un comportement qui pourrait être démasqué si nous avions le courage de le dénoncer. Le sentiment d'unité qui s'est formé entre nous était puissant. Cependant, tout le monde n'était pas disposé à nous soutenir. Quand je suis retournée à l'université, j'ai remarqué que certains camarades de classe commençaient à me regarder avec mépris, comme si j'étais le méchant de l'histoire. Un jour, alors que je traversais les couloirs, j'ai entendu des chuchotements à mon sujet. « Regardez-la, la fille qui veut détruire la carrière de Marc. » Comme si elle était une victime, claqua une voix féminine. J'ai senti une boule dans ma gorge et le besoin de détourner le regard, mais je me suis rappelé pourquoi tout cela se produisait. Il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de nous tous. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai avancé, déterminé à ne pas laisser l'oppression me faire taire. Lors d'une journée particulièrement difficile, j'ai rencontré Léa, mon amie de toujours. Elle m'a vue avec une expression inquiète et a couru vers moi. « Amélie, ça va ? J'ai vu comment certaines personnes parlent de toi. Ce n'est pas juste. Non, je ne vais pas bien. Mais je dois le faire, Léa. J'ai besoin de me battre. Je ne peux pas rester silencieux, répondis-je, la frustration débordante. Mais si ça finissait mal ? Vous savez ce qui pourrait arriver, a-t-elle prévenu, avec un ton d'inquiétude qui m'a brisé le cœur. Je sais. Mais si je n'essaie pas, je vivrai avec cette douleur pour toujours. Et d'autres filles peuvent vivre ce que j'ai vécu. Je ne peux pas permettre ça, ai-je déclaré, déterminée. La conversation avec Léa m'a donné un nouvel élan. Chaque jour qui passait, la flamme de mon combat ne faisait que grandir, même si la peur et le mépris des autres étaient constants. Je savais que le voyage serait long et douloureux, mais quelque chose en moi me criait que je devais continuer. Finalement, j'ai réussi à planifier une rencontre avec un avocat spécialisé dans les affaires d'abus. C'était une étape cruciale et j'étais nerveux, mais en même temps excité. L'idée d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que je vivais et qui pouvait me guider était réconfortante. Le jour de la réunion, mon cœur battait à tout rompre alors que j'attendais dans la salle d'attente. J'ai regardé autour de moi, observant les autres personnes. Certains semblaient aussi perdus que moi, et cela m'a fait me sentir moins seule. Lorsque l'avocate, le docteur Camilla, est arrivée, elle avait un visage sérieux mais accueillant. « Amélie, n'est-ce pas ? Parlons de votre situation. N'hésitez pas à partager ce que vous voulez, dit-elle en me faisant signe de m'asseoir. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, de la fête à mon enquête. Chaque mot qui sortait de ma bouche me paraissait plus léger, comme si une charge était soulevée. Le docteur Camilla m'écoutait attentivement et prenait des notes. Quand j'ai fini, elle m'a regardé sérieusement. « Vous êtes très courageux d'être ici et de chercher la vérité. Ce que vous avez vécu est inacceptable et nous pouvons travailler ensemble pour obtenir justice, a-t-elle déclaré d'une voix ferme. Pensez-vous vraiment qu'il y a une chance ? Que nous pouvons faire quelque chose contre lui ? Ai-je demandé, l'espoir commençant à monter en moi. Oui, nous avons une chance. Nous devons rassembler toutes les preuves que vous avez recueillies et parler aux autres victimes. Ensemble, nous pouvons construire un dossier solide, a-t-elle répondu, et j'ai ressenti une vague de soulagement. À ce moment-là, j'ai réalisé que le combat n'était pas seulement le mien.
C'était une bataille à laquelle participaient de nombreuses voix. Ensemble, nous formions une force incontournable. Les paroles du docteur Camilla ont résonné en moi lorsque j'ai quitté le bureau. L'espoir commençait à fleurir et je savais que je me dirigeais vers quelque chose de plus grand que je ne pouvais l'imaginer. La fraîcheur matinale m'enveloppait comme une couverture alors que je me dirigeais vers le commissariat de police, l'esprit en pleine course. La présence de mon avocate, Clara, à mes côtés m'a procuré un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Mes yeux étaient fixés sur le sol, mais le souvenir de ce qui s'était passé lors de la fête résonnait encore dans mon esprit, comme un écho persistant qui refusait de se taire. « Amélie, tu es prête ?» a demandé Clara, sa voix ferme et calme. J'ai levé la tête et je l'ai regardée. Oui, j'étais prêt. Ou du moins, c'est ce que j'ai essayé de me convaincre. Une boule s'est formée dans ma gorge et je savais qu'en entrant dans cet endroit, je m'exposais d'une manière que je ne l'avais jamais fait auparavant. Il ne s'agissait pas simplement de signaler un crime, cela ouvrait mon cœur et racontait mon histoire, une histoire que j'aurais aimé ne jamais se produire. Je le suis, répondis-je, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. L'entrée du commissariat était imposante, avec ses murs de pierre et l'atmosphère d'autorité qui l'entourait. Clara m'a guidée jusqu'au comptoir, où un policier nous a accueillis avec un regard curieux. Il ressemblait à un homme ordinaire, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas voir au-delà de l'uniforme. « Que pouvons-nous faire pour vous ?» il a demandé, sans grand enthousiasme. Clara se présenta et commença à expliquer la situation. Pendant qu'elle parlait, j'ai admiré les murs blancs, les affiches d'information sur les droits des citoyens et les photos de personnes disparues. Chaque détail me rappelait le poids que je portais. J'ai regardé le policier, qui faisait maintenant attention à Clara, et je me suis demandé s'il s'en souciait vraiment. « Avez-vous les preuves ?» a-t-il demandé sans changer d'expression. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti un dossier que je tenais d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait des messages, des photos et des témoignages d'autres victimes des preuves que j'ai rassemblées au prix de tant d'efforts. Je savais que tout cela pouvait faire une différence, mais le doute planait encore sur moi. Clara prit le dossier et commença à en examiner le contenu. Elle semblait confiante et cela m'a donné du courage. Après tout, je n'étais pas seule dans ce processus. Elle était là pour moi, comme une alliée, et je devais m'en souvenir. Voici les SMS que Marc m'a envoyés, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Et voici les histoires d'autres filles qui ont vécu la même situation. Le policier regarda les feuilles, pour la première fois, son regard changea. Il semblait plus attentif, plus intéressé. Voyons ça, dit-il avec un sérieux qui m'a apporté une vague d'espoir. Pouvez-vous nous accompagner jusqu'à la salle d'interrogatoire ? Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. C'était la première fois que j'allais parler officiellement de ce qui s'était passé, et l'adrénaline mêlée à la peur était presque insupportable. Clara m'a guidée vers la pièce, qui était petite, avec une table et quelques chaises. La lumière était froide et les murs blancs semblaient se refermer autour de moi. « Tout ira bien, Amélie » murmura Clara alors que je m'asseyais. Je fermai les yeux un instant, prenant de profondes respirations pour calmer mes nerfs. J'avais besoin de faire ça. Pour moi, pour toutes les autres filles qui n'ont pas eu le courage de s'exprimer. Quand j'ai ouvert les yeux, le policier est entré et s'est assis devant moi. « Tu pourras commencer quand tu seras prête » dit-il avec une expression plus douce. Je me souvenais de la fête, du regard de Marc, de la façon dont il me faisait me sentir petite et impuissante. À chaque mot que je prononçais, le poids de la vérité commençait à s'alléger. J'ai décrit ce qui s'est passé, chaque détail, depuis le moment où il s'est approché jusqu'à ce que j'ai ressenti par la suite. Les larmes coulaient sur mon visage, mais je n'étais plus seule. Clara m'a tenu la main et cela m'a donné de la force. Il n'est pas celui que tout le monde pense. C'est un prédateur, dis-je d'une voix brisée. Et je veux qu'il paie pour ça. Le policier a tout noté. Au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai réalisé que les mots sortaient de manière plus fluide, comme si je libérais quelque chose qui était enfermé en moi depuis si longtemps. Quand j'ai fini, l'officier m'a regardé avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Merci pour ton courage, Amélie. C'est très important. Nous enquêterons et prendrons les mesures nécessaires. »
Sentir que mes paroles étaient entendues, que j'avais quelqu'un de l'autre côté, c'était comme un baume pour mon âme. J'ai senti que la justice était peut-être possible. Lorsque nous avons quitté la pièce, Clara m'a souri et je l'ai rendue, même si c'était un peu hésitant. « Tu étais incroyable. Il est maintenant temps de se concentrer sur la prochaine étape, a-t-elle déclaré. Mais je ne savais pas que la prochaine étape ne serait pas aussi simple. Les jours suivants, l'ambiance à l'université change. Marc semblait avoir réalisé que quelque chose se passait. Il traversait les couloirs avec un air arrogant, comme s'il était au-dessus de tout. Ce qui m'a mis encore plus en colère, c'est de voir certains collègues s'approcher de lui offrir leur soutien et même se moquer de moi. C'était insupportable. Lors d'une journée particulièrement difficile, alors que je prenais un café avec Léa, je n'ai pu retenir ma colère. Comment peuvent-ils le défendre? Ils ne savent pas ce qu'il a fait, dis-je en claquant ma main sur la table. Léa me regardait avec compréhension. Amélie, ils ne veulent pas croire que quelqu'un comme lui puisse faire ça. Il leur est plus facile d'ignorer la vérité. Mais ce n'est pas juste. Ai-je demandé, sentant la chaleur monter sur mon visage. Je ne leur demande pas de me croire à cause de la couleur de ma peau, mais à cause de ce qui s'est réellement passé. Je sais, mon ami. Et je suis là pour te soutenir, dit-elle en posant sa main sur la mienne. Tu n'es pas seule. La conversation m'a calmée, mais ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Le lendemain, Marc m'a abordé sur le campus, avec un sourire provocateur qui m'a fait mal au cœur. « Qu'est-ce que tu essaies de faire, Amélie? Pensez-vous vraiment que quelqu'un vous croira ?» dit-il avec un ton de dédain. J'ai senti l'adrénaline monter, mais j'ai maintenu ma posture. Je ne le laisserai pas m'intimider. Je ne fais pas ça pour toi, Marc. Je fais ça pour toutes les filles que tu as blessées. Et je me battrai jusqu'au bout, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il rit, d'un ton froid et dédaigneux. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Dès qu'il s'est éloigné, un mélange de peur et de détermination m'a envahi. Il était clair qu'il n'était pas prêt à céder. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais pas non plus disposée à m'arrêter. Au cours des jours suivants, les choses ont commencé à se dégrader. J'ai reçu des messages de soutien d'autres victimes, et l'idée que je n'étais pas seule m'a renforcée. Le poids que je portais semblait un peu plus léger et le courage commençait à surgir en moi. Cependant, la peur constante de Marc subsistait. L'atmosphère à l'université est devenue tendue et je savais que la bataille ne faisait que commencer. Chaque jour qui passait, je me préparais mentalement à ce qui allait arriver. Je savais que ma voix devait être entendue et que le combat pour la justice ne faisait que commencer. La salle d'audience était pleine de tension. L'odeur du papier, la froideur des chaises en bois et le murmure sourd des gens qui regardaient mon témoignage créaient un environnement presque oppressant. J'étais assis dans la position de quelqu'un qui raconte une histoire, mais je savais que mon récit n'était pas qu'un récit ordinaire. C'était la vérité d'une jeune femme qui a osé élever la voix contre l'injustice. Lorsque le juge m'a appelé, mon cœur a fait un bond. Les mots que j'avais répétés tant de fois semblaient s'évaporer. Mais, lorsque j'ai regardé le visage de Léa, assise au premier rang avec un regard encourageant, la certitude que j'avais besoin de faire cela m'a envahi. Je me suis levée, j'ai inspiré profondément et je me suis dirigée vers le micro, les yeux fixés sur Marc, qui était sur le banc des accusés, avec un air de dédain, comme si de rien n'était. « Je m'appelle Amélie Dupont », ai-je commencé, la voix ferme mais avec un tremblement que je ne parvenais pas à contrôler. « Je suis ici pour te raconter ce qui m'est arrivé le soir de la fête de l'université. » Les mots sont sortis précipitamment, rapides et chargés d'émotion. La pièce est devenue silencieuse et j'entendais tout le monde respirer. J'ai été approchée par Marc, qui a insisté pour me proposer de danser, même si je disais que je ne voulais pas. Il n'a pas respecté mon espace personnel. Ce qui s'est passé ensuite a été un cauchemar que j'essaie encore de réveiller. Depuis. À chaque phrase, je voyais les visages autour de moi se tordre. Certains semblaient surpris, d'autres visiblement mal à l'aise. À ce moment-là, je me suis senti complètement impuissant, ai-je continué, me souvenant du sentiment d'être pris au piège, de la lutte intérieure à laquelle je faisais face. C'était comme si ma voix avait été volée et je ne pouvais pas crier. Il m'a dit que personne ne me croirait,
que j'étais juste un étudiant et qu'il avait un avenir radieux devant lui. Il avait raison à propos d'une chose, les gens croyaient en lui. Le murmure dans la pièce s'intensifia. J'ai regardé le juge, qui semblait attentif, puis le public, où étaient assis quelques camarades de classe, avec des expressions de surprise et d'empathie. Je les connaissais, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils seraient là, témoins de ce moment intime et douloureux. Après ce qui s'est passé, j'ai demandé de l'aide. Je suis allé voir la police et j'ai rencontré de la résistance. Ils ne m'ont pas cru. Es-tu sûr que c'est arrivé comme ça? Ont-ils demandé. C'est un bon élève. Le mot « bien » sonnait comme une condamnation à mort pour ma crédibilité. Mes yeux se remplirent de larmes, mais j'étais déterminée à ne pas les laisser couler. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai parlé à d'autres victimes, rassemblé des preuves et cherché un avocat. Je n'étais pas seule. Le silence dans la pièce était palpable. Je pouvais sentir la force de mes mots résonner sur les murs. Aujourd'hui, je suis ici pour dire que je ne suis pas seulement une victime. Je suis un survivant. Et chacun de nous mérite d'être entendu, mérite justice. Nous ne pouvons pas permettre à la peur de nous faire taire. Je ne permettrai pas ce qui se passe. Il m'est arrivé d'être oublié et que d'autres personnes vivent les mêmes souffrances. Lorsqu'il eut fini, un lourd silence s'installa. Le juge s'est arrêté et j'ai vu Marc me regarder, maintenant avec une expression de colère déguisée. Il n'aurait jamais imaginé que j'aurais le courage de me lever et de parler. Son expression était un mélange de mépris et de fureur. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était que j'avais parlé. Après ma déclaration, la salle était en effervescence. Le juge se retira pour délibérer et je fus enveloppée dans les bras affectueux de Léa. « Tu as été incroyable, Amélie. Je suis tellement fière de toi, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Tu l'as vraiment fait. Merci, Léa, répondis-je, essayant toujours de comprendre ce que je venais de faire. Mais si cela ne suffit pas? Et s'il ne me croit pas? Vous avez déjà fait la chose la plus importante. Vous avez parlé, et c'est ce qui compte, a-t-elle déclaré, et ces paroles ont réconforté mon cœur agité. Après quelques minutes qui parurent une éternité, le juge revint dans la salle. L'atmosphère était tendue et l'attente presque insupportable. Il a regardé Marc puis le public avant de prendre sa décision. Après avoir entendu les témoignages et examiné les éléments de preuve présentés, il a été conclu que le prévenu, Marc Lefebvre, est coupable d'abus sexuels. La peine sera déterminée lors d'une audience ultérieure, mais il est important de préciser que justice a été rendue. Un cri étouffé de surprise et de soulagement parcourut la pièce. J'avais du mal à y croire. Marc, qui avait semblé si confiant auparavant, avait maintenant le visage pâle et les murmures autour de moi devenaient un cœur de soutien. J'avais l'impression d'avoir brisé d'une manière ou d'une autre un cycle de silence et d'oppression. Lorsque j'ai quitté la salle d'audience, un nouveau monde s'est ouvert devant moi. Les messages ont commencé à arriver. « Amélie, tu es une inspiration. Votre courage nous donne la force de nous exprimer aussi. Merci de vous battre pour nous. » Chacun d'eux me rappelait que je n'étais pas seule, que mon combat se répercutait au-delà de moi, atteignant d'autres voix réduites au silence. Le sentiment d'avoir fait une différence, aussi minime soit-elle, m'a enveloppée comme un câlin chaleureux. Mais en même temps, j'ai réalisé que le chemin était encore loin d'être terminé. La lutte contre les abus et l'oppression ne se limite pas aux tribunaux. C'était un combat qu'il fallait mener chaque jour, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'avaient pas encore trouvé le courage de s'exprimer. « Faisons la fête », a proposé Léa en me sortant de la salle d'audience. « Tu le mérites, Amélie. » Célébrer? Je suis encore en train de traiter tout ça, ai-je ri nerveusement, mais la chaleur de l'émotion était contagieuse. Oui, mais tu as accompli quelque chose d'incroyable. Nous devons nous en souvenir. Et ainsi, nous avons continué ensemble, au milieu de sourires et de câlins, le poids de ce qui s'était passé légèrement allégé par la promesse de jours meilleurs. En marchant, j'ai réalisé que le combat venait juste de commencer. La vérité et la justice ne sont pas seulement des questions personnelles, mais une mission collective. Et j'étais prêt à me battre. Le lendemain de la condamnation de Marc était encore frais dans ma mémoire.
Le sentiment de soulagement et de victoire avait été éclipsé par une ombre qui s'étendait sur moi. L'idée qu'il essaierait de revenir sur sa décision ne m'a pas surpris, mais la force que je ressentais maintenant m'a donné le courage de relever n'importe quel défi. Au fil des semaines, la nouvelle de mon cas s'est répandue dans toute l'université et j'étais devenue, sans le vouloir, un symbole de résistance. Le matin ensoleillé où Marc a annoncé son intention de faire appel, j'étais chez moi, assis à la table de la cuisine, regardant mon café rafraîchir. Ma mère, toujours aussi perspicace, a remarqué que je n'allais pas bien. Elle s'approcha, d'un air sérieux, dit « Amélie, ne le laisse plus te voler la paix. » « Je sais, maman, mais c'est difficile. » « Il a toujours cette capacité à me déstabiliser, » répondis-je en passant mes mains dans mes cheveux. « Et s'il parvenait à inverser tout cela ? Et si les gens commençaient à croire à nouveau en lui ? Ne cède pas à la peur, ma fille. Tu as traversé tellement de choses. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et je suis là avec toi. » La fermeté de sa voix m'a apporté un certain réconfort, mais l'incertitude planait toujours dans l'air. Une fois arrivée à l'université, j'ai été accueillie par des regards sympathiques et des murmures de soutien. Un groupe d'étudiants organisait un événement pour discuter de la violence sexiste et ils voulaient m'inviter à prendre la parole. « Amélie, tu es la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont trouvé le courage de se lever, » a déclaré Samuel, un camarade de classe qui a toujours été gentil avec moi. Nous avons besoin de votre voix. J'ai hésité un instant, pensant à la responsabilité que cela impliquait. Mais la détermination a grandi en moi. Oui, je le ferai. Il est temps de lui montrer que je ne me tais pas. Le jour de l'événement arriva et la salle était pleine. J'ai regardé autour de moi, voyant des visages familiers et d'autres que je n'avais jamais vus auparavant. Tout le monde était là, attendant d'écouter. Lorsqu'ils m'ont appelé sur scène, mon cœur a fait un bond, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de toutes les femmes dont la voix a été réduite au silence, de tous ceux qui ont ressenti de la peur et de la honte à cause de blessures qui ne sont pas visibles. Pendant que je parlais, j'ai senti une vague de soutien m'envahir, et quand j'ai fini, la salle a éclaté sous les applaudissements. Je n'étais pas seule. Marc, qui avait été invité, était là, mais son expression était une colère contenue. Il s'est levé, essayant de minimiser mon discours. « C'est juste une déformation de la vérité », a-t-il crié, sa voix résonnant dans la pièce. Amélie veut jouer la victime. C'est un malentendu. L'atmosphère est devenue tendue et des murmures ont commencé à se répandre. C'est alors qu'un groupe d'étudiants s'est soulevé pour protester. « Assez, Marc. Il n'y a pas que ta vérité qui compte, » a crié Léa, ma meilleure amie, avec une lueur de détermination dans les yeux. On croit en Amélie et en son combat. La salle s'est remplie de voix soutenant ma cause. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Cette foule s'est rassemblée et pour la première fois, j'ai senti que le vent était en train de changer. Marc, se rendant compte qu'il perdait le contrôle de la situation, se retira, non sans laisser planer une menace. « Tu vas le regretter », dit-il en partant. Dans les jours qui ont suivi, ma vie a pris une tournure inattendue. J'ai été contactée par plusieurs organisations luttant contre les violences basées sur le genre, et l'une d'entre elles m'a proposé une aide juridique complémentaire. L'avocate Claire m'a dit qu'il y avait du nouveau dans mon dossier. « Amélie, on a de nouvelles preuves, quelque chose qui pourrait tout changer », expliqua-t-elle d'un air sérieux. Nous avons découvert que Marc avait été accusé d'abus dans une autre université avant de venir ici. Mon cœur s'emballa. Comment as-tu eu ça ? Une autre victime nous a contactés. Elle s'est sentie encouragée à s'exprimer après avoir vu son courage. Nous recueillons d'autres témoignages, si tout se passe bien, nous pourrions les présenter au tribunal. L'idée que davantage de femmes puissent se joindre à mon combat m'a fait ressentir un mélange d'espoir et de peur. Et s'il essayait encore de nous faire taire ? Ai-je demandé, inquiet. Nous ne laisserons pas cela arriver. Nous sommes là pour vous et il existe un réseau de soutien plus grand que vous ne le pensez, a répondu Claire avec un sourire rassurant. Lorsque le jour du tribunal est arrivé, j'étais nerveux mais déterminé. En entrant dans la pièce, j'ai vu Marc assis de l'autre côté, son regard était méprisant. Je savais que je devais être fort.
Lorsque les nouvelles preuves ont été présentées, l'ambiance dans la salle a changé. L'une des victimes qui avait témoigné en faveur de Marc s'est levée, la voix tremblante, a commencé à raconter son histoire. À chaque mot qu'elle prononçait, je sentais la tension monter. Il m'a dit que personne ne me croirait, que tout cela ne serait qu'un malentendu, a déclaré la femme, les larmes coulant sur son visage. Mais je sais que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à avoir souffert. Sur ce, un murmure de soutien se répandit dans toute la pièce. Le juge, visiblement ému, a regardé Marc et lui a dit « Monsieur Lefebvre, vos actes ont des conséquences, et il n'y a pas que vos paroles qui comptent ici. » À l'issue de l'audience, la peine a été alourdie. Non seulement Marc a été condamné à une peine plus sévère, mais il a également fait face à de multiples accusations. Lorsque le juge a annoncé la décision, j'ai eu l'impression qu'un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. « Amélie, tu n'es pas seulement une survivante, tu es une guerrière », a déclaré Claire alors que nous quittions la salle d'audience. Le sentiment de victoire était intense et, pour la première fois, j'ai vraiment cru que j'avais changé quelque chose. Dans les jours suivants, une vague de soutien déferle sur le collège. J'ai été invitée à recevoir une bourse et un prix pour mon courage et ma résilience. Alors que je montais sur scène pour recevoir le prix, j'ai regardé le public, reconnaissant les visages qui me soutenaient. Ce prix n'est pas seulement le mien. Il appartient à toutes les femmes dont la voix a été réduite au silence, ai-je déclaré. Ensemble, nous sommes plus forts. Quand j'ai regardé vers l'avenir, j'ai réalisé que mon voyage ne faisait que commencer. Je n'étais plus une victime, mais une voix active dans la lutte contre les abus. Le cycle de l'oppression avait été brisé et j'étais déterminée à inspirer le changement et l'espoir dans la communauté.